Tout le monde voit bien? Et est-ce que ça défile quand je Oui, les diapos? Très bien, parfait, merci beaucoup. Donc, vous venez de voir un petit clip de présentation de l'association. Pour le compléter, puisque ça fait un petit moment maintenant qu'il a été tourné, aujourd'hui, nous sommes 120 bénévoles répartis sur toute la France. L'année dernière, elles ont organisé plus de 600 événements sur tout le territoire, à la fois en présentiel et en visio. Des événements destinés à soutenir le public, à l'informer sur cette pathologie. Et puis, elles ont également répondu à 45 000 mails. Donc ça, c'est énorme. C'est parce que elles font ça le soir en rentrant du boulot. 45 000 mails, des demandes d'explication de la maladie, des demandes d'information, des demandes d'orientation vers des professionnels de santé et de soutien général. Des mails issus bien sûr des personnes atteintes d'endométriose, mais aussi de leur famille. Nos 3 mots, soutenir, informer, agir, c'est notre slogan et c'est vraiment la mission première d'Endo France. En plus de tout cela, je voudrais remettre à jour le chiffre dédié à la recherche. Depuis 2016, c'est 308 000 € que nous avons versés à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche dédiée à l'endométriose. On peut s'étonner que ce soit les patientes qui financent finalement la recherche sur leur pathologie. J'ai pu m'en entretenir il y a 3 jours avec Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous promet un programme de recherche prioritaire sur la santé des femmes et santé des couples, qui sera dédié, bien sûr, avec une partie dédiée, bien sûr, à l'endométriose. Alors, l'endométriose, de quoi parle-t-on? Une pathologie qui peut être chronique et qui va toucher 10% des femmes. Pour être plus précis, on va dire qu'une personne menstruée sur 10 est diagnostiquée endométriose. Comme c'est une maladie qui souffre de 7 ans d'errance médicale, il n'est pas rare on peut supposer qu'il y ait 2 à 3 personnes menstruées qui sont concernées par cette pathologie, mais que le diagnostic ne porte que sur 10% d'entre elles. Pourtant, dans 70% des cas, le symptôme principal, ça reste la douleur. Une douleur chronique, invalidante, qui empêche de mener à bien ses actions dans le quotidien. Une douleur vraiment qui va impacter le quotidien personnel et professionnel. 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. C'est l'une des premières causes d'infertilité. Et à ce jour, on n'a aucun traitement spécifique. On ne sait pas, grâce à un traitement, guérir l'endométriose. Et je vais vous expliquer aujourd'hui quelle est la stratégie un petit peu mise en place pour sa prise en charge. Alors déjà, pour bien comprendre ce dont on parle, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est cette muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui va gonfler chaque mois dans le but d'obtenir, s'il y a une fécondation, dans le but de pouvoir accrocher un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, bien évidemment, cette muqueuse va se détacher et c'est ce qui va former les règles. Et on va parler d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans cette cavité utérine des petites cellules semblables à l'endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors ça peut être sur les ovaires, dans les trompes, ça peut être sur le péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui protège nos organes dans le ventre. Et ça peut être aussi sur la vessie, les intestins. Ça peut remonter jusqu'au diaphragme dans des cas plus rares. Et donc, on va parler d'adénomiose, c'est une autre forme de l'endométriose, quand cette muqueuse utérine, au lieu de s'échapper, elle va au contraire infiltrer l'intérieur du muscle utérin lui-même, conduisant à une forme spécifique d'endométriose, voilà, qui s'appelle l'adénomiose, et qui peut aussi être extrêmement douloureuse, amener à des saignements hémorragiques très souvent, et puis conduire à malheureusement des fausses couches. Alors, la particularité de ces cellules, semblables à l'endomètre, qui se sont greffées ailleurs que dans la cavité utérine, c'est qu'elles vont entendre le message hormonal chaque mois. Ce qui fait qu'à chaque mois, quand nous aurons nos règles, ces petites cellules, elles vont saigner aussi, puisqu'elles sont semblables à l'endomètre, elles entendent le message hormonal dicté par les ovaires, et donc elles se mettent à saigner. Et cycle après cycle, ça va former des nodules, des kystes sur les organes, des adhérences qui vont déformer, comme vous le voyez ici, les organes. Hein. Voilà, ici on a des ovaires qui sont mis vraiment comme il faut, qui sont mobiles dans le ventre, un peu en position de porte-manteau. Et là, l'ovaire est en train d'être attiré contre l'utérus et contre la trompe.
Au fil des cycles, on va avoir ce qu'on appelle un pelvis gelé, c'est-à-dire qu'on va avoir des organes qui sont totalement collés, attirés les uns sur les autres. Donc on peut bien comprendre que dans cette situation-là, l'ovule et le spermatozoïde ne peuvent pas se rencontrer, il ne peut pas y avoir de fécondation. C'est la première cause mécanique qui explique l'infertilité. Et puis la deuxième, c'est que toutes ces adhérences qui sont formées à base d'une colle qui est située dans le sang, toutes ces adhérences vont créer un climat extrêmement inflammatoire qui va être nocif aussi pour la fécondation et qui va être délétère, pardon. Et ça va entraîner des douleurs pendant le cycle, bien évidemment, mais au fil du temps, ces douleurs, elles vont s'étendre. Ça ne va pas être seulement au moment des règles, ça va être avant, après. Il y a certaines femmes qui nous disent avoir mal 25 jours par mois. Alors, les symptômes, comme on peut l'imaginer, bien évidemment, des douleurs pelviennes, mais aussi des douleurs lombaires, parce que dans le petit bassin, les nerfs communiquent énormément entre eux, et la crispation que cela peut créer dans le ventre va avoir des répercussions sur les lombaires. Les dysménorrhées, ce sont les douleurs, bien sûr, pendant les règles, la dyspareunie, la douleur pendant les rapports sexuels, la dysurie, la douleur pendant la miction, quand on va faire pipi, la dyschésie, la douleur à la défécation. Et puis, tous ces symptômes, quand ils sont... Alors, ils peuvent bien sûr être cumulés ou pas. C'est toute la problématique parce qu'il existe autant de formes d'endométriose que de personnes qui en est atteinte. Et toutes ces douleurs vont vraiment impacter avec un impact sur la fatigue. Il y a une fatigue chronique qui s'installe. Bien évidemment, on a parlé tout à l'heure de la fertilité, des problèmes de fertilité, mais il y a des formes d'endométriose qui vont évoluer, qui vont être relativement sévères et constituer au quotidien un handicap invisible parce qu'il va y avoir des troubles associés liés à tout ça et surtout des chirurgies qui peuvent impacter le fonctionnement des organes et qui va compliquer le quotidien des patientes. Par exemple, je parle de quand on a une atteinte digestive, de troubles digestifs, donc ça va être une alternance diarrhée-constipation, ça peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale, donc là il y a un risque vital pour la personne qui souffre de cette forme d'endométriose avec l'occlusion intestinale. Et puis, il va y avoir des conséquences des chirurgies. C'est-à-dire qu'une chirurgie qui est mal menée peut avoir des conséquences sur le fonctionnement des organes. Une vessie qui ne fonctionne plus. Je connais des jeunes femmes qui n'ont pas 30 ans, qui sont obligées de se sonder et qui se sonderont toute leur vie parce que le geste opératoire n'a pas été mesuré et que tous les chirurgiens ne peuvent pas opérer l'endométriose. Il y a également des mises en place de stomies de charge pour récupérer les selles quand on a une endométriose digestive importante. On est obligé de couper un morceau d'intestin et vivre avec une stomie, dans le meilleur des cas pour 3 à 4 mois. Dans le pire des cas, quand le geste a été malmené, qu'il y a eu trop de tubes digestifs coupés, et bien là, la stomie, elle est malheureusement pour la vie. Et là encore, je connais des jeunes femmes qui n'ont pas 30 ans, qui vivent avec ça au quotidien, et c'est vraiment très compliqué. Alors, quand on connaît les symptômes de l'endométriose, on pourrait se dire que c'est facile de diagnostiquer la maladie. Il faut que le médecin, en tout cas en face de soi, soit en mesure de connaître ces symptômes pour pouvoir les élucider. L'interrogatoire de la patiente, il est vraiment capital. Il faut que le médecin interroge. Alors bien sûr, toutes les douleurs pendant les règles ne sont pas dues à l'endométriose. Et c'est ça qui est important, c'est de mesurer cette douleur, de l'évaluer, à quelle fréquence, à quelle intensité, et qu'est-ce qu'on prend pour se soulager. Si une personne nous dit « je prends un Doliprane, un Spasfon et tout va bien », il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Là, on peut considérer que cette douleur, elle est physiologique, elle est normale, puisque l'utérus contracte pour évacuer le sang des règles. En revanche, si ça résiste à ces simples antalgiques, que la douleur elle devient de plus en plus forte, qu'on est obligé de prendre des anti-inflammatoires, des médicaments à base d'opium, là, on ne peut plus considérer ça comme normal, surtout si ça revient chaque mois et que ça s'accompagne des troubles qu'on a évoqués tout à l'heure. Ça doit faire penser à une endométriose et le médecin, dans ce cas-là, va demander une imagerie médicale. Première intention, il s'agit de l'échographie endovaginale avec une sonde dans le vagin qui va permettre de s'approcher au plus près des lésions.
Cette échographie, elle montre très bien, par exemple, les kystes aux ovaires, qu'on appelle des endométriomes. Ces kystes d'endométriose aux ovaires, dans 50 à 80% des cas, ils sont accompagnés d'une endométriose qu'on va appeler profonde, c'est-à-dire une endométriose qui aura traversé le péritoine, qui se sera greffée sur un organe comme la vessie, les intestins, ou bien derrière l'utérus entre le vagin et le rectum, et qui va infiltrer les organes. Ça veut dire qu'elle rentre dans les organes. Ça va créer bien évidemment des douleurs très importantes, notamment pendant les rapports sexuels. Ça peut être accompagné de sensations d'infection urinaire quand on a un nodule qui infiltre la vessie. Et évidemment, quand elle ira chez le médecin, cette femme, chaque mois, dire j'ai vraiment très mal, comme si j'avais une infection urinaire, ça me brûle, etc. On va faire un ECBU, il reviendra normal. Parce qu'il n'y a pas de bactéries, c'est un nodule d'endométriose. Mais si le médecin ne connaît pas la maladie et se contente des résultats d'examen qui disent il n'y a rien, tout est normal, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi l'errance diagnostique et les 7 années pour poser le diagnostic. Donc, quand on découvre un ovaire avec un kyste d'endométriose, généralement, il faut demander une IRM parce que, comme je l'ai dit, dans 50 à 80% des cas, c'est associé à de l'endométriose profonde et c'est l'IRM qui est un examen de référence pour l'endométriose profonde. Ça veut dire que là, on va pouvoir dresser une cartographie des lésions et de voir quel organe est réellement impacté par l'endométriose. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des formes d'endométriose qui ne sont pas visibles à l'imagerie, et c'est là toute la difficulté de la pose du diagnostic. Et les endométrioses superficielles qui restent en surface du péritoine ne se voient pas à l'imagerie. Et ça, c'est difficile parce que la personne a tous les symptômes, mais l'image ne peut pas le confirmer. Et c'est là encore une fois que si elle se retrouve face à un médecin qui ne connaît pas la maladie, il se contentera de ce qu'il y a écrit sur l'imagerie. Il jouera les symptômes d'Aquin. Je ne vois rien, donc il n'y a rien. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. L'endométriose, parfois, c'est quelques millimètres. Et ces quelques millimètres, si les lésions sont posées sur des nerfs qui vont envoyer un message de douleur, ça va être une endométriose très douloureuse, mais qui ne sera pas visible à l'imagerie. Et ça, c'est encore une problématique aujourd'hui. Il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des lésions et la douleur. Une personne qui a une endométriose superficielle, avec quelques points par-ci par-là, mais très mal placés, près d'un nerf ou près d'un nerf généralement, ça va être extrêmement douloureux. Pourtant, on ne voit rien à l'imagerie. En revanche, on a des endométrioses qu'on découvre malheureusement par hasard, notamment au bilan de fertilité, au moment du bilan de fertilité, quand les couples essayent d'avoir un enfant et qu'il ne se passe rien. Et cette endométriose, elle va être découverte vraiment par hasard, elle est déjà profonde et bien installée, et pourtant, elle s'est développée sans bruit. Et ça encore, ça complexifie le diagnostic et la prise en charge. Alors aujourd'hui, la prise en charge, les médecins disent bien que c'est les symptômes qu'il faut faire taire, donc en priorité la douleur, et bien évidemment essayer de régler tous les troubles associés en fonction des différentes atteintes. Et selon la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, aujourd'hui, la prise en charge de l'endométriose, c'est vraiment une alliance thérapeutique entre le médicament, entre la chirurgie et les soins de ce qu'on appelle les soins de support. Dans leur parcours, les femmes auront besoin à un moment ou à un autre de traitements médicamenteux et hormonaux, de chirurgie, mais aussi de soins de support, et ça c'est capital, et dès le diagnostic si possible, avec de la kinésithérapie, avec de l'ostéopathie, de l'acupuncture, les cures thermales, tout ce qui peut faire du bien et surtout tout ce qui peut aider à gérer une douleur au quotidien sans prendre trop de médicaments de type morphine. Alors, quand on les interroge sur l'impact sur leur quotidien, ben voilà tous les mots que peuvent nous dire les personnes. Il y a d'abord une incompréhension de cette maladie qui est invisible et qu'on ne connaît pas. Il y a l'incompréhension de l'entourage. Il y a des phrases très, très difficiles à entendre, comme par exemple « Ah, c'est bon, tu as été opéré, maintenant c'est fini ». Eh bien non, c'est pas fini. Il existe des cas de récidive malgré les opérations qui sont bien menées. C'est une maladie dont on ne connaît pas les causes encore aujourd'hui. On ne sait pas les mécanismes, c'est une maladie qui peut être chronique. Il y a bien évidemment la fatigue, hein, quand on souffre en permanence,
il n'y a pas de répit, même la nuit, la douleur ne se pose pas, donc il y a une fatigue qui s'installe. Tout ça, ça va engendrer un état dépressif parce que bah, c'est difficile de vivre avec une douleur au quotidien, c'est usant. Il y a la fatigue physique, mais il y a aussi cette fatigue morale. Il y a bien évidemment des effets secondaires de certains traitements. Il y a aussi les difficultés liées à la chirurgie. Et puis, bah, cette problématique aussi liée à l'infertilité. Et l'un des signes d'alerte pour les médecins, c'est l'absentéisme. Absentéisme au travail et avant, absentéisme scolaire. C'est ça aussi qui dans l'interrogatoire, est important et peut conduire à la définition, à la suspicion d'endométriose. Alors, pour comprendre réellement l'impact de la maladie sur le quotidien personnel et professionnel, je vous propose de regarder le court-métrage Toi mon endo, qui dure 6 minutes. Je vais arrêter le partage d'écran pour retourner sur la vidéo. Je vous demande quelques instants. Alors, je répondrai bien sûr à vos questions après cela. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie sans toi. Aurais-je été moins fatiguée, moins cernée, moins blanche, moins inquiète? Ça, carrément. Vous foutez de moi? Non mais vous croyez que je planifie mes arrêts? Foutez, vous soyez cloué dans votre lit le week-end. Ce qui m'intéresse. Aurais-je gardé mon emploi, travaillé différemment ou mieux gagné ma vie? Aurais-je été autrement si tu n'avais pas été là? Vous avez une endométriose. Une simple phrase à 60 € pour expliquer ces heures sans sommeil, ces mois d'angoisse et ces futures années de souffrance. Avais-tu prévu ton coup lors de mes premières règles? Et dans tous ces moments où tu m'as broyé le ventre, tordu le visage et déchiré le dos? As-tu ri de me voir aussi prostrée, suppliant que tout s'arrête pour enfin me laisser un court moment de répit? Ça va pas. Pas du tout. Laisse-moi bien t'allonger. Une brutalité de chaque mois devenue quotidienne, où parfois même je ne touchais plus terre. Combien de temps pour aller mieux? Combien de médecins, de discours, de traitements, d'hôpitaux? On va trouver. La douleur, c'est dans votre tête. Non mais en fait vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer un vrai problème. Toute cette errance pour enfin te reconnaître et essayer de t'arrêter. Tapis dans l'ombre, tu sais être vicieuse, dans l'attente d'une toute petite faille. Bonjour, Madame Lambert. Une vie de bras tendus, de regards impuissants face à ces silences pesants, quand on ne peut être que spectateur. Combien de choix à faire même dans le simple fait de boire ou de manger? Ne plus pouvoir faire l'amour ou même se toucher. Moi non plus, j'en peux plus. On peut pas sortir le soir, on n'a plus de vie, elle peut pas bosser. 4 petits mots que je me répète encore et toujours. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je été sans toi? Aurais-je eu des enfants? Combien d'essais? Parfois même de deuil à faire. Cette peur de ne pas tenir bon ou pire,
de devoir un jour y renoncer. Mais parce que je suis forte et que je te fais peur à toi aussi. Parce que je suis une femme sur 10, résistante, souriante, qui se demanderait presque comment tu aurais pu faire ta vie sans moi. Toi, mon endo, mon amère compagne. Car non, tu ne me définis pas. Et cette bataille, c'est moi qui la gagne. Parce que je suis étendue là, presque endormie pour la énième fois. Parce que je suis celle qui aura tout simplement appris à vivre à tes côtés. Ou mieux, sans toi. Voilà. Ce qu'on aimait bien dans ce film, et ce qu'on dit à toutes les femmes qui se tournent vers nous, c'est que la maladie ne doit pas nous définir, parce que c'est aussi un moyen de réussir vraiment à vivre, à mieux vivre avec la maladie. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, évidemment, c'est quel est l'impact sur la vie professionnelle. Nous avons mené une enquête qui s'appelle Endovie, avec Ipsos, Gédéon Richter, en 2020. Elle a été publiée en 2020. Et cette enquête, elle interrogeait près de 1600 femmes qui disaient que 65% d'entre elles affirmaient que la maladie avait un impact sur leur quotidien professionnel. Alors, qu'est-ce que ça va être? Évidemment, déjà à cause de la douleur. Quand la douleur est présente tout le temps, on est moins attentif. Il y a des troubles de la concentration, des troubles de la fatigue et de la fatigabilité surtout. On supporte moins bien les choses aussi. Des troubles physiques, bien évidemment. On a parlé tout à l'heure des atteintes digestives, urinaires. Donc tout ça, c'est pas parce qu'on est au travail que ça va se calmer. Parfois, on doit aller faire pipi 15 fois par heure. C'est comme ça. La station assise ou debout, c'est évidemment compliqué aussi, en fonction des postes, bien évidemment, que l'on va avoir. Rester assise trop longtemps, ça peut déclencher des douleurs parce qu'il peut y avoir des atteintes sur les nerfs pleuro-sciatiques, pudendales, qui peuvent être douloureux en étant assis. Il peut y avoir des cicatrices de chirurgie qui, lorsque l'on est assis, ça va faire un peu plier, les genoux vont toucher le ventre et tout ça, ça peut faire mal. La position favorite des personnes atteintes d'endométriose, c'est malheureusement la position allongée. Ça peut être compliqué. Il y a les effets secondaires des traitements. Alors, outre la fatigue, ça peut amener des effets comme des migraines, comme des nausées, comme des troubles aussi de l'humeur. Parfois, certaines vont être dans l'irritabilité. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont venir impacter le quotidien. Et la grande difficulté, bien sûr, c'est de s'absenter et de revenir au travail. Alors, quand c'est prévu, c'est peut-être moins gênant, mais le retour au travail est toujours difficile. C'est-à-dire que quand c'est prévu, c'est quand il y a une chirurgie. Donc là, c'est quelque chose que l'on prévoit, que l'on anticipe. Mais revenir au travail après un temps d'attente et après une chirurgie, c'est toujours très compliqué. Et puis, il y a l'absentéisme imprévu, parce qu'une crise d'endométriose, il y a une douleur qui est constante, mais parfois, il y a vraiment une crise qui arrive avec une douleur qui est insupportable, insoutenable. Et là, on ne peut pas mettre le pied par terre. Et ça, on ne peut pas le prévoir. C'est le propre de toutes les maladies chroniques de toute façon. Un jour, ça va, et le lendemain, ça ne va pas. Et ça, c'est vraiment une difficulté pour
Je suis désolée, vous m'avez pas entendu depuis où? Moi, je vous entends pas, Linda, là, pour le coup. La slide précédente. Donc, Faudrait... celle-ci, c'était Ouais. bon. Ouais, ça, c'était bon. Voilà, ici, d'accord. Je suis La désolée. fin de cette slide. On avait entendu tout ce qui était la douleur et tout ce qui était associé, les difficultés de la vie professionnelle, mais sur la fin, on a raté. À partir de l'absentéisme. C'est ça, absolument, absolument. Très bien. Donc, l'absentéisme et le retour au travail. Alors, l'absentéisme, il y a deux notions. Il y a le fait que l'endométriose, comme les autres pathologies chroniques finalement, ben, un jour ça va pas. Il y a des douleurs qui sont constantes, mais ça fonctionne par crise. Et en fait, il y a des moments où la crise est telle qu'on ne peut pas mettre le pied par terre, la douleur est insoutenable. Et là, on ne sait pas dire quand ça va arriver. Il y a un matin, c'est impossible de se lever, impossible d'aller au travail. Donc ça, c'est une difficulté parce que c'est une absence qui peut se répéter et qui n'est pas prévisible. Et puis, il y a l'absence qui va être anticipée parce qu'il y aura une chirurgie, parce qu'on sait qu'on aura un temps d'arrêt plus ou moins long, qu'il est aussi parfois difficile de mesurer en fonction du type de chirurgie. On pense qu'on va se remettre au bout d'un mois, et puis finalement, ça va toujours pas au bout d'un mois, et là, on a nécessité de prolonger son arrêt. Ça, c'est aussi compliqué, et le retour au travail après un temps d'arrêt plus ou moins long, il peut être vécu de façon très difficile par les personnes, mais aussi par les collègues. Alors, quels sont les enjeux? Est-ce qu'il faut en parler ou pas dans l'entreprise? Ça, c'est très compliqué. La réponse est propre à chacune. Nous, on n'a pas la réponse. Ça dépend du lien que l'on va avoir avec sa hiérarchie, avec les ressources humaines. C'est peut-être plus facile si on a une mission handicap, diversité, mixité au sein de l'entreprise, qui sera justement à même d'entendre les difficultés et de pouvoir conseiller la personne. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ça veut dire dévoiler sa vulnérabilité et être en mesure de faire face aux jugements négatifs. Alors, s'il y a des jugements négatifs, c'est surtout parce qu'il y a une méconnaissance de la pathologie. Beaucoup de femmes s'entendent dire de la part de leurs collègues « Ouais, c'est bon, moi aussi je connais quelqu'un qui a de l'endométriose, elle a pris un traitement, puis ça va bien. » Sauf qu'il y a plusieurs formes d'endométriose. Il y a celles qui vont effectivement se stabiliser très vite avec un traitement et qui, ma foi, ne feront pas trop de bruit, si j'ose dire. Ça, c'est un tiers des cas. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des cas où la maladie va évoluer malgré les traitements, malgré la prise en charge. Et dans ces 2 tiers des cas, il y a encore une évolution vraiment sévère pour 1 tiers des personnes. Donc c'est compliqué, il n'y a pas une endométriose, il n'y a pas une prise en charge, c'est vraiment quelque chose de très individuel en fonction des atteintes. Il y a autant de formes de la maladie. Et c'est ça encore aussi qui la rend tellement complexe à comprendre et à être prise en charge. Bien évidemment, si on se place du côté de l'employeur, il faut reconnaître aussi la difficulté pour lui parce que les absences imprévues, il faut gérer cette désorganisation du travail, surtout si elle arrive au moment où il y avait des attendus dans l'entreprise, des réunions, des choses comme ça, des projets. L'employeur se retrouve démuni dans ce cas-là. Donc l'équipe est désorganisée, ça c'est à gérer, et ça peut créer bien évidemment de la frustration au sein de l'équipe et des collègues. Dans une étude qui s'appelle Endotravail, qui a été menée par la CNAM et le CEET, il y avait une étude qui a interrogé un petit peu plus de 1000 personnes aussi. 64% des personnes ont parlé de leur maladie à leur employeur. Il n'y a eu qu'un quart d'employeurs qui ont proposé des aménagements. 12% ont réagi de façon négative et 8% ont pris des décisions négatives affectant le poste, c'est-à-dire retrait de projets intéressants par exemple, ou ça va pour certaines jusqu'au licenciement encore. Alors, quelles sont les pistes? La première des choses, et on oriente vraiment les personnes qui se tournent vers nous en ce sens, c'est de prévenir le médecin du travail ou le service de santé au travail qui doit être une écoute, qui doit vraiment être une aide. On rappelle que le médecin du travail va pouvoir proposer, enfin son rôle c'est vraiment d'organiser la capacité physique de la personne qui vient le voir et le poste de travail. Et donc il va pouvoir décortiquer les missions qui sont difficiles à
à gérer dans le cadre d'une endométriose et faire des propositions à l'employeur pour aménager le poste de travail. Après une chirurgie, le mi-temps thérapeutique, surtout si ça a été une chirurgie très lourde avec stomie, soupe, etc., le mi-temps thérapeutique peut être un excellent moyen de revenir dans l'emploi tout en se préservant, en préservant sa santé et en se donnant le temps de récupérer totalement. Il y a des femmes qui sont multi-opérées et à chaque opération, ça devient un peu plus dur pour l'organisme de récupérer. Demander la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette RQTH, elle est salvatrice dans bien des cas parce que, tout d'abord, c'est un dossier assez important à remplir avec la maison départementale des personnes et du handicap et avec le médecin traitant. Le médecin traitant va remplir la partie médicale. Quel est l'état de santé de la patiente, du patient? Quels sont les traitements mis en cours? Quelles sont les chirurgies? Quels sont les soins nécessaires au quotidien à cette personne? Et puis, il va y avoir une partie vie avec la maladie que la personne qui demande cette reconnaissance va devoir remplir. Et là, il faut vraiment détailler toutes les difficultés. Par exemple, je ne peux pas rester debout plus de 15 minutes sans que mes douleurs se déclenchent, ou au contraire, la position assise ne me va pas du tout, j'ai pas une chaise qui me convient bien. Voilà. Et cette RQTH, elle a un double intérêt, d'abord pour l'employé, bien sûr, mais aussi pour l'employeur. L'employeur, il est sanctionné s'il n'a pas dans sa masse salariale un quota de 6% de personnes atteintes de handicap. Et là, on parle aussi de handicap invisible, bien évidemment. Et puis, pour la salariée ou le salarié, surtout, ce qui va être important, intéressant, c'est que cette RQTH, elle va obliger l'employeur à mettre en place des aménagements de poste, bien sûr en lien avec les suggestions du médecin du travail. Quand je parle d'aménagement de poste, il peut y avoir plusieurs choses, plusieurs degrés en fonction de la difficulté que rencontrent les salariés. On a parlé tout à l'heure de la station assise ou debout, qui peut être compliquée, des douleurs lombaires, des douleurs pelviennes, mais souvent elles sont amplifiées par la chaise sur laquelle on est assise. Les chaises de bureau ne sont pas toutes confortables, ne conviennent pas à tout le monde, et il existe des chaises qui sont faites dans des matériaux spécifiques, parfois même sur mesure, et qui permettent de libérer tout poids, toute sensation de pesanteur sur le périnée et sur les organes pelviens. Et ça, ces chaises-là, elles sont super, elles permettent aux personnes de rester assises toute une demi-journée sans souffrir. Ça, c'est intéressant. Il y a aussi les gros ballons de gym qui vont permettre justement de faire travailler le bassin. Ça, en dehors de toute endométriose, d'ailleurs, ça devrait être conseillé, puisque la position assise sédentaire trop longtemps va venir verrouiller un petit peu les lombaires. Et tout ça, ça peut être mobilisé à travers un gros ballon de gym. Et on sait que dans l'endométriose, toute cette zone-là est fixée, figée, et c'est d'autant plus intéressant d'avoir un ballon à disposition comme siège pour alterner les positions. Il y a des bureaux qui se lèvent en hauteur aussi, qui permettent d'alterner la position assise et debout, parce que parfois on est mieux assise, parfois on est mieux debout. Donc voilà. Il peut y avoir bien sûr, en fonction des conventions collectives aussi, la possibilité d'avoir des jours de télétravail un petit peu à la demande, de façon à ce que, en cas de crise violente ou en cas de douleur où on a besoin de rester allongé dans son canapé quelques temps, peut-être qu'avec un portable sur les genoux, on peut travailler dans son canapé en position allongée. On ne peut pas le faire au bureau. Voilà, donc il y a ces possibilités-là. Ou peut-être même d'avoir une flexibilité dans les horaires pour pouvoir, si l'entreprise dispose d'une salle de repos, permettre d'aller s'allonger le temps de prise d'un médicament, d'avoir un micro-ondes, une bouilloire aussi, pour pouvoir chauffer la bouillotte et le temps que le médicament agisse, généralement c'est 20 à 30 minutes, pouvoir s'allonger avec sa bouillotte pour récupérer et puis pouvoir retourner travailler par la suite. Bien sûr, ça dépend toujours de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et puis en dernier recours, il y a la reconversion professionnelle parce que on est soit dans des postes de production qui ne permettent pas du tout ces aménagements-là. Pardon, j'ai oublié de dire que la RQTH, elle pouvait amener aussi à revoir la fiche de poste de l'employé, c'est-à-dire que s'il y a une mission au sein de sa fiche de poste qui n'est pas compatible avec son état physique, je vais prendre mon exemple, puisque ça a été mon cas, j'ai une RQTH, je travaillais dans l'événementiel, j'organisais des séminaires incentives. Je pouvais bien sûr faire cette organisation, mais accompagner les clients, rester debout toute la journée avec eux, ça n'était plus possible pour moi.
Donc, cette partie-là de mon métier a été supprimée de ma fiche de poste. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent maintenir l'emploi. Et puis, il y a la reconversion, bien évidemment, quand tout ça n'est pas possible, de plus en plus de personnes atteintes d'endométriose se reconvertissent dans des métiers un peu freelance, indépendants, où elles vont pouvoir s'organiser en fonction de leur état de santé et se permettre de travailler également. Mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd à mettre en place. Alors pour l'employeur, bien évidemment, il y a tout un intérêt à favoriser ces modes de travail alternatifs. Il faut penser aussi à la mobilité interne. Il y a les entretiens professionnels qui sont réalisés en plus des entretiens individuels annuels qui permettent de voir aussi, déjà dans un premier temps, les souhaits de la personne, mais également de voir si un autre poste ailleurs dans l'entreprise serait plus adapté à son état de santé. Voilà, serait des suivis individuels dans ce cadre-là. Et puis, organiser des sensibilisations pour l'ensemble du personnel, justement pour que l'équipe qui peut se sentir frustrée à un moment ou à un autre comprenne la difficulté de vivre avec une endométriose. C'est organiser des sensibilisations. Il ne faut pas oublier qu'une personne menstruée sur 10, c'est beaucoup. Ça veut dire que forcément, vous en connaissez une autour de vous. Tout le monde en connaît une. Une personne sur 10, c'est... Voilà, une personne menstruée sur 10, c'est énorme. Donc, on en connaît toute une. Et dans ce cas-là, cette sensibilisation que l'on fait en entreprise, elle permet de changer le regard sur ce handicap invisible dans certaines formes, sur cette difficulté de vivre avec la maladie au quotidien, sur cette maladie au long cours. Voilà. Et forcément, il est important de changer un petit peu le regard sur ces pathologies invisibles, parce que de toute façon, aujourd'hui, dans les entreprises, c'est une personne sur 5 qui souffre de pathologies chroniques, donc il est temps que les employeurs agissent en ce sens. Linda, on a parlé tout à l'heure dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Nous avons pu interroger le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui nous avait promis la rédaction d'un guide de sensibilisation et d'une charte éco-friendly, comme il existe des chartes endo-friendly, comme il existe des chartes cancer-friendly, pour que les personnes qui souffrent d'endométriose ne souffrent pas de discrimination à l'emploi et qu'elles soient accueillies, qu'elles n'aient plus honte et peur de parler d'une endométriose au sein de leurs équipes. Bien évidemment, c'était avant le changement de gouvernement. On ne va pas les lâcher, le travail c'est quelque chose d'important et on va les relancer bien évidemment. Pour finir, quelques ressources pour vous. Alors, le guide de parcours de santé des personnes malades chroniques, donc là on est sur toutes les pathologies confondues. C'est un guide qui part du diagnostic au vivre avec la maladie chronique et qui va donner des conseils et des aides à toutes les personnes qui en souffrent, vers qui se tourner à un moment ou à un autre, toutes les aides administratives qui peuvent exister. Le livre blanc endométriose et emploi, qui a été le support de cette sensibilisation. Ces deux ouvrages sont téléchargeables sur le site internet, sur la page « Travailler avec l'endométriose ». Et puis, pour s'informer un peu plus sur l'endométriose, il y a 2 livres, Idées reçues sur l'endométriose, qui a été co-rédigé avec des médecins et qui parle vraiment des idées reçues que le grand public et parfois même certains médecins qui méconnaissent la maladie peuvent utiliser. Peuvent avoir en tête, c'est par exemple la grossesse guérit l'endométriose. Ça serait trop beau, mais non, ça n'est pas le cas, et le médecin explique en 3-4 pages pourquoi. Et puis, on parle de génétique, d'hérédité, des traitements, bien évidemment. Et puis, l'endométriose de Clara. Donc ça, c'est un ouvrage que j'ai pensé pour les ados, parce que l'endométriose, elle débute à l'adolescence. Il y a une vraie errance à ce niveau-là. Donc, c'était comprendre la maladie pour les 15-25 ans, basé sur des témoignages réels. Et dans ce livre, on donne la parole aussi à d'autres femmes plus âgées qui vivent leur maladie, qui racontent leur parcours. Voilà, basé sur des témoignages réels, en format bande dessinée pour être accessible aux plus jeunes. Il offre vraiment une double lecture que l'on ait 16 ans ou 40 ans. Et il a été très très bien accueilli et noté notamment par le club des lecteurs de la FNAC à 4,67 sur 5. Voilà. Des informations bien évidemment sur notre site internet, sur la maladie, sur la prise en charge. Une page Vivre avec la maladie également qui donne tout un tas de détails. Et puis, je vous informe en avant-première, le petit scoop du jour, c'est que le 28 mars, il y aura le vernissage d'une exposition à la pharmacie Eiffel dans le 15e,
une exposition sur la perte de chance liée à l'absentéisme, absentéisme scolaire et absentéisme au travail. Donc une exposition à partir du livre blanc et de l'endométriose de Clara, qui sera visible jusqu'au 9 mai dans cette pharmacie dans le 15e arrondissement. Et l'idée, c'est de montrer voilà, ce qu'est l'endométriose et quel est son impact sur le quotidien scolaire, professionnel, et pourquoi il est temps de changer les choses à ce niveau-là. Voilà. Aujourd'hui, nous avons diffusé sur nos réseaux sociaux un petit clip de sensibilisation à destination des plus jeunes, sous le haut patronage du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité, de l'égalité des chances. Et cette exposition devrait recevoir également ce patronage du ministère avec la visite de la ministre, nous l'espérons. Voilà. J'en ai terminé, je vais arrêter le partage et maintenant je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, dans le chat, on a des questions. Très bien. De Isabelle Théron qui pose la question suivante: où s'adresser pour la chaise sur mesure? Alors, très bien. Il y a une société qui s'appelle Call, je vais l'écrire dans le chat, les sièges Call, voilà, qui propose tout un tas d'outils pour toutes les douleurs, qu'elles soient lombaires, dorsales ou périnéales. Donc, il y a des coussins aussi. Je prends encore mon exemple, j'en suis désolée. J'avais beaucoup de mal à rester assise et j'ai pu me faire un coussin, on appelle ça le coussin nomade, sur mesure, dans un matériau très, très doux, très spécifique. Et du coup, ce coussin me permet de conduire, me permet de m'asseoir, etc. Donc, ils ont des coussins, ils ont des chaises de bureau. Ce qu'il faut savoir quand on est employeur, c'est que quand il y a une RQTH, tous les frais d'aménagement du poste de travail ne sont pas à la charge de l'employeur. Il y a des sociétés comme la SAMET ou l'AGFIP qui viennent en secours et qui vont justement financer ces mobiliers spécifiques. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas en faire profiter une personne qui en a besoin. Alors justement, on a une question deux questions sur la RQTH. Comment faire la demande RQTH et une sage-femme ou un gynécologue, une gynécologue peut-elle compléter également la demande RQTH ou est-ce uniquement le médecin traitant? Alors, c'est le médecin traitant qui doit la signer, mais effectivement, tout ce que les personnes concernées pourront mettre pour étayer leur dossier est le bienvenu. Des comptes rendus opératoires, des comptes rendus gynéco, si elle est suivie en centre antidouleur, des comptes rendus du centre antidouleur, si elle a fait, je ne sais pas, des examens divers et variés. Voilà, tous ces comptes rendus-là vont venir étoffer le dossier, mais le dossier doit être signé du médecin traitant. C'est un peu le médecin coordinateur du parcours de soins. Et puis, ce dossier, alors il faut demander le dossier à la MDPH, alors il est accessible en ligne, hein, formulaire de demande de RQTH, et il est rempli par le médecin traitant. On y met tous les comptes rendus que l'on veut, et il est signé aussi par la personne qui demande cette reconnaissance. Ça va donner plusieurs choses, hein. La MDPH, en fonction de ce qu'elle va lire, va indiquer un taux d'incapacité, et en fonction de ce taux d'incapacité, ça va ouvrir des aides. Alors, des aides, j'entends par exemple une carte mobilité-inclusion qui va éviter à la patiente ou au patient de faire la queue dans un supermarché, par exemple, pour pouvoir accéder aux caisses prioritaires, aux places assises dans les transports en commun. Ça va être, par exemple, alors, pour aller jusqu'à la place de stationnement, là, il faut vraiment être atteint à un lourd niveau. C'est au-delà de 80%. Généralement, l'endométriose, c'est plutôt un taux de handicap compris entre 50 et 80. Et ce qui permet déjà d'avoir cette carte mobilité-inclusion. Et puis, alors, il n'y a pas spécifiquement d'aide, malheureusement. Le son. C'est pas du tout évident, mais en tout cas déjà des aides pour le quotidien et le travail, c'est ce qui est recherché dans le cadre de cette RQTH. Alors nous avons une question de Rachida Yachi et également de Chloé Bronès qui se rejoignent. Quelle est la prise en charge? En fait, est-ce que cette maladie est prise en charge à 100%? Est-ce que les frais médicaux IRM échographie peuvent être pris en charge? Alors, il n'y a pas de prise en charge systématique pour l'endométriose. C'est ce qu'on appelle l'ALD 30, l'affection longue durée 30. Il y a une liste de 30 maladies aujourd'hui qui ouvrent droit systématiquement
à la prise en charge à 100%. Ce sont les diabètes, les hypertensions artérielles, des maladies au long cours avec des traitements quotidiens, des cancers évidemment. Tout ça, ça ouvre droit à l'ALD. En revanche, l'endométriose, non, parce qu'il existe plusieurs formes d'endométriose et que toutes, enfin certaines vont se stabiliser avec une simple pilule hormonale prise en continu. Donc, la CNAM n'a pas octroyé de droit systématique, mais étudie tous les dossiers. Donc en fait, là encore, il faut faire une demande d'affection longue durée hors liste, il faut bien le préciser, hors liste. C'est l'ALD 31 ou l'ALD hors liste que ça s'appelle. Et là, c'est encore une fois le médecin traitant qui va remplir ce dossier. Alors, il ne faut surtout pas qu'il se contente de mettre endométriose. Il va falloir qu'il détaille les soins qui vont être proposés, les chirurgies à venir ou celles qui ont été faites mais qui impactent vraiment le quotidien, les traitements proposés, etc. Et c'est en fonction de ça que l'ALD 31 sera accordé ou non. Alors, attention ensuite, l'ALD 31 ne rembourse pas tout, comme l'ALD 30 d'ailleurs, ça ne rembourse pas tout. Ça rembourse ce qui est pris en charge par la sécurité sociale. Ça va rembourser les frais médicaux basiques, c'est-à-dire qu'on va chez le médecin généraliste pour avoir une ordonnance, dans le cadre, bien sûr, de sa pathologie accordée en ALD 31, mais là, on n'avance pas les 25 € de frais de médecin. Ils sont pris en charge directement par la sécurité sociale. Si on va chez le gynéco et s'il pratique des tarifs standards conventionnés, là, on ne les paiera pas non plus. En revanche, dès lors qu'il y a du dépassement d'honoraires, comme c'est malheureusement souvent le cas, bah, les dépassements, l'ALD ne remboursera que la partie conventionnée et le dépassement d'honoraires reste à la charge du patient. Voilà. Une autre question, une personne qui témoigne: j'ai une endométriose et une adénomiose. Mon médecin m'a dit que la maladie part avec la ménopause. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'endométriose ou l'adénomiose, c'est une maladie qui débute avec les règles et qui se termine avec la fin des règles. On a bien vu le processus un petit peu. Quand on est en ménopause, il n'y a plus de message hormonal apporté par les ovaires, donc il n'y a plus de règles, et donc les lésions, elles n'ont plus de raison de saigner. Dans la majorité des cas, ça se passe bien, c'est-à-dire qu'à la ménopause, les lésions vont finir au fil des mois. C'est pas dès qu'on est en ménopause que ça s'arrête, mais au fil des mois, les lésions vont s'assécher. Et une fois qu'elles sont asséchées, ben voilà, les douleurs peuvent diminuer. En revanche, ce qui ne diminuera pas, c'est les douleurs neuropathiques quand les nerfs ont été abîmés. Quand on a été opéré et multi-opéré, on coupe des nerfs à chaque fois qu'on ouvre le ventre. Donc ces nerfs envoient un message douloureux au cerveau. Si on n'a pas trouvé le traitement pour les faire taire, pour casser ce message, ben le nerf il va l'envoyer continuellement. Donc ce type de douleur-là peut persister, même après la ménopause, même après une chirurgie qui enlève le kyste qui est censé faire mal. La douleur neuropathique peut rester. C'est pour ça qu'il y a d'autres traitements mis en place. Et ensuite, et donc voilà, il va falloir traiter les douleurs neuropathiques après la ménopause s'il y en a, parce qu'elles vont subsister. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les études le disent, à la ménopause, entre 3 et 5%, il existe entre 3 et 5% de cas de récidive d'endométriose. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais chez certaines personnes, l'endométriose va revenir, va récidiver, malgré la ménopause. Mais là, on n'a pas la réponse. Existe-t-il une liste de médecins spécialisés en endométriose pour un suivi suite au diagnostic? Question d'Angélique. Tout à fait. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait 120 bénévoles répartis sur toute la France. Ces bénévoles, elles sont au contact de médecins dans chaque région dans laquelle elles sont implantées et elles peuvent orienter en fonction des besoins, soit vers un chirurgien, soit vers un autre professionnel de santé pour des soins de support, etc. Et vers des gynécos ou des sages-femmes ou même des généralistes maintenant qui se forment et qui connaissent la maladie. Donc le plus simple est de contacter les bénévoles via le site internet EndoFrance. Vous avez un bouton « Contacter les bénévoles ». Vous arrivez sur une carte de France, vous cliquez sur votre région et là, ça envoie, vous pouvez envoyer un formulaire directement auprès des bénévoles. Dernière question, est-ce que l'adénomiose est la version atténuée de l'endométriose?
Alors, c'est pas la version atténuée, c'est une autre maladie à part entière. On peut avoir de l'adénomiose sans endométriose et malheureusement, souvent, on combine les deux, endométriose et adénomiose. En fait, l'adénomiose, c'est vraiment de l'endométriose, mais qui reste coincée dans le muscle utérin. Elle va se développer là, dans le muscle utérin. Donc, c'est vraiment une maladie à part entière. C'est pas du tout une forme atténuée parce qu'elle peut être extrêmement douloureuse aussi. Et que malheureusement, alors le traitement, il va être identique à celui de l'endométriose. On va toujours commencer par du traitement hormonal. Il n'y a pas de chirurgie pour soigner l'adénomiose parce que la chirurgie, elle est radicale, c'est l'hystérectomie. Alors, si on n'a que de l'adénomiose, on va pouvoir arrêter de souffrir si on enlève l'utérus. Mais si on a adénomiose et endométriose, c'est pas parce qu'on enlève l'utérus qu'on va résoudre la question de l'endométriose qui est implantée ailleurs. Puisque même si on n'a plus nos règles à cause d'un utérus enlevé, les hormones, elles sont libérées par les ovaires chaque mois, et les hormones vont les ovaires vont continuer à envoyer le message hormonal de attention, il est l'heure des règles, et même si l'utérus, lui, ne l'entend pas puisqu'il n'est plus là, les petites lésions qui sont formées de cellules semblables à cet endomètre vont continuer à réagir et à saigner. Donc, l'hystérectomie ne résout pas l'endométriose, mais seulement l'adénomiose. Il y a une page sur notre site internet qui explique bien les différentes possibilités de prise en charge de l'adénomiose. N'hésitez pas à la consulter. Nous n'avons si, une dernière. Pour les adolescentes, où peut-on trouver de l'information à transmettre au collège? Ma fille est encore trop jeune pour vraiment détecter la maladie, elle a 13 ans, mais elle est suivie et donc est déjà régulièrement absente. Je pense qu'il est nécessaire que je rencontre l'infirmière du collège. Oui, tout à fait. Alors en fait, sur le site, c'est pareil, vous trouverez une page qui s'appelle Endométriose et adolescence, qui vous donne déjà des informations sur la prise en charge des adolescentes. Alors, c'est très important parce qu'effectivement, le diagnostic à 13 ans, il n'est pas certain. C'est très important là d'user de ce qu'on appelle des soins de support, kinésithérapie, acupuncture, relaxation, pour apprendre à gérer la douleur et pour voir comment ça se passe et voir si les choses s'atténuent. Le kiné aussi, en faisant ses massages pelviens, il pourra sentir s'il y a des adhérences ou pas, si la maladie se développe ou pas. Voilà, il faut trouver des solutions pour l'aider à gérer sa douleur en tout cas. Ensuite, si le diagnostic va être confirmé, il y a certains diagnostics qui sont confirmés dès cet âge, mais voilà, quand il sera confirmé, il faut bien sûr aller voir l'infirmière du collège, pourquoi pas lui donner la page du site internet à lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on intervient aussi dans la sensibilisation des infirmières scolaires, donc de plus en plus, elles sont formées à l'endométriose, donc elles devraient avoir une oreille attentive. Et puis, dans ce cas-là, on peut mettre en place avec le collège ce qu'on appelle un PAI, un projet d'accueil individualisé, qui va lui permettre, dès qu'elle ne se sent pas bien, d'aller à l'infirmerie en attendant que vous arriviez la chercher, ou de l'autoriser à prendre un médicament antidouleur que le médecin lui aura prescrit avec une ordonnance qui sera autre que le Spasfon, qui n'agit pas forcément. Enfin, voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place. Les infirmières, normalement, sont de mieux en mieux formées sur l'endométriose, donc elles sont capables de prendre en charge cela. Notre webinaire touche à sa fin. Nous avons eu de nombreuses questions, donc et près de 50 personnes qui sont encore présentes. Donc c'est un succès. On vous remercie de votre attention. Et à titre personnel, je vous remercie, Yasmine, au nom de toutes les femmes, pour votre combat et votre engagement pour la lutte contre cette pathologie. Peut-être avez-vous un mot de la fin? D'abord, vous remercier parce que pour nous, c'est vraiment important de sensibiliser aussi le monde du travail parce que c'est une pathologie qui ne peut pas rester. On dit toujours qu'il faut laisser ses problèmes à la porte de l'entreprise, mais là, c'est pas possible. Donc, c'est important que vous soyez sensibilisés et que vous répercutiez tout cela au sein de vos entreprises. Si vous souhaitez qu'on organise des sensibilisations pour les salariés, il n'y a aucun souci, contactez-nous. On est vraiment là pour tout ça. Merci beaucoup. Le CMIE vous remercie. Au revoir à tous. Merci infiniment.